Je me présente, Léo Landreau, je suis le responsable du pôle alumni du B2 2021 d'AgroParisTech. Et je m'associe avec les autres membres du pôle, donc Leïla Saïf, Manon Dromini, Mathieu Guimont et Ritea Hack, pour vous dire qu'on est vraiment très heureux d'organiser et de présenter notre première soirée Allume ton réseau. Donc, nous remercions d'ailleurs également l'association, enfin les membres de l'association d'AgroParisTech Alumni, avec ici présents Gaël et Mélanie, puisqu'ils nous ont aidés, vraiment aidés pour l'organisation de cette soirée. Et on remercie également les alumni qui ont répondu positivement pour participer et intervenir lors de cette soirée. Et je remercie aussi Sylvie Bénard et Chantal Monvoix de la Fondation AgroParisTech. Sylvie Bénard va d'ailleurs intervenir à la fin de la soirée pour parler de la fondation. Donc, le thème de cette soirée est les agros solidaires dans le monde. Nous allons donc parler donc de solidarité, d'engagement. Justement, nous avons des intervenants qui ont eu des expériences en ONG humanitaire, d'aide au développement et environnemental dans différents pays du monde ou en restant en France, mais en allant vers l'outre-mer comme Clément en Guyane. Nous verrons quel a été leur parcours et ils nous expliqueront également leur motivation et leur vision de l'engagement. Nous allons d'abord débuter donc, par l'introduction, donc voilà, et par aussi un tour de table qui va être assez rapide avec tous les intervenants qui vont se présenter et présenter leur parcours et les différentes expériences qu'ils ont pu avoir et ce qu'ils font aujourd'hui. Ensuite, nous aurons un moment d'échange avec les intervenants, avec les questions du pôle alumni. Donc là, on a sélectionné pour vous quelques questions qui sont pour nous très intéressantes. Voilà. Ensuite, nous allons avoir un moment d'échange avec le public. Donc, on va répondre aux questions que vous posez, que vous posez même aux intervenants. Et pour cela, d'ailleurs, je vous invite à poser toutes vos questions dans l'outil discussion. On va les garder et on va les poser justement à ce moment, dans ce moment d'échange avec le public. Voilà, donc nous avons prévu ensuite, avec ce moment d'échange, on va pouvoir discuter avec les intervenants et à la fin, nous aurons une intervention donc, de Sylvie Bénard, de la présidente de la Fondation AgroParisTech. On a prévu une soirée d'1h30 et on va essayer de s'y tenir au maximum. Mais bon, si c'est très intéressant, bien sûr, on peut développer les propos. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement les différents intervenants qui vont parler aujourd'hui. Donc, nous avons d'abord Éléonore de Villers, pardon, qui est ici et qui est actuellement en Colombie en tant que directrice d'ONF Andina, qui est spécialisée dans la lutte contre le changement climatique et le développement rural notamment. Et Éléonore a également travaillé pour des ONG avant. Ensuite, nous avons Elvire Douane qui travaille au World Food Programme, donc au programme d'alimentation mondiale en Haïti, en tant que responsable des activités de prévention de la malnutrition infantile. Nous avons également Audrey Papucci qui a travaillé pour Action contre la faim avec des missions au Burkina Faso. Donc, elle s'est rendue souvent au Burkina Faso et qui est maintenant en reconversion. Nous avons Clément Villien, qui travaille aujourd'hui en Guyane au WWF en tant que chargé de programme forêt. Et enfin, nous avons Arnaud Devancé, qui travaille aujourd'hui à la Commission européenne en lien avec des missions liées au développement et qui a eu des expériences en ONG également, notamment à Madagascar. Donc maintenant, je vais laisser Gaël de l'association AgroParisTech Alumni pour vous présenter un petit peu. Merci Léo. Alors effectivement, je suis Gaëlle Leray, chargée de la vie associative à AgroParisTech Alumni depuis maintenant 1 an. L'objectif de cette soirée Allume ton réseau, c'est d'accompagner les étudiants dans leur choix et leur orientation professionnelle en leur permettant notamment de découvrir les parcours des alumni. C'est un événement qui a lieu généralement à la Maison des ingénieurs de l'agro, mais là, étant donné qu'on est un peu aux 4 coins du monde, ça tombe bien qu'on soit
du coup, pas en physique. Mais sinon, sachez que vous êtes les bienvenus à la Maison des ingénieurs de l'agro, qui est votre maison et qui, pour la petite histoire, a été achetée par des alumni et qui est aujourd'hui nos locaux. Et donc, cette soirée Allume ton réseau, c'est plusieurs éditions par an. Donc, on organise toujours avec le pôle alumni du BDE. Et donc, c'est effectivement la première soirée de ce pôle alumni qui est renouvelée chaque année. L'idée de cet événement, c'est aussi pour l'association de développer le lien intergénérationnel, ce lien qui existe entre les étudiants et les alumni, qui est une des bases de notre travail associatif. C'est aussi de coller au plus près des besoins et des attentes des étudiants, finalement, pour les accompagner dans leur construction de carrière avec les alumni. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos retours qui font toujours évoluer nos actions, nos process, parce que finalement, l'association AgroParisTech Alumni, c'est avant tout la vôtre et ce que vous en faites. Donc, un petit mot sur l'association. Si vous voulez soutenir l'association et les projets qu'elle porte pour les alumni, 3 piliers existent à titre individuel. D'abord, mettre à jour vos coordonnées sur votre compte Alumni. C'est en fait, finalement, c'est cette mise à jour de coordonnées qui vous permet à tous, à toute la communauté, d'avoir une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour réseauter. Deuxième pilier, c'est d'adhérer, parce que finalement, l'adhésion et les dons des membres de l'association, c'est le carburant qui la fait vivre pour animer et développer le réseau. Et troisième pilier, c'est s'engager. C'est possible de s'engager en tant que bénévole. On recherche plein de talents pour nous accompagner dans la création de contenu, l'appui à l'organisation d'événements, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre. Et je voulais remercier également Clément, Arnaud, Éléonore, Audrey et Elvire, qui sont ces 5 alumni aujourd'hui aux 4 coins du monde, qui ont accepté de venir témoigner ce soir sur leur parcours. Et un merci aussi à la Fondation AgroParisTech, donc Chantal Monvoix et Sylvie Bénard présentes ce soir pour faire cette conclusion, ouverture en fin de soirée. Et je repasse la parole à Léo. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir commencer par le petit tour de table des intervenants. Est-ce que quelqu'un veut commencer en premier? Bon, bah, Arnaud, je pense que vous avez l'air de vouloir commencer. Non, 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 moi je pensais à honneur aux femmes et aux plus jeunes, mais bon, si vous voulez que je commence. Donc, comme vous voulez. Ok. Alors, voilà, bonjour. Donc, moi, c'est Arnaud Devancet. Donc, d'abord, je voulais vous remercier d'organiser ça. Je trouve que c'est une très bonne initiative et je vous admire de faire ça en ligne. Ça ne doit pas être facile tous les jours de faire ses études, de chercher un boulot en ligne, d'essayer de comprendre ce qu'on a envie de faire. Donc, voilà, je voulais vous soutenir dans votre initiative très positive. C'est vraiment bien de se prendre en main comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé mes études à l'agro et après, j'ai enchaîné avec les eaux et forêts. J'ai fait une spécialisation forêt et j'ai commencé par un petit stage à ONF International chez Eleonore, où j'ai travaillé avec ONF Andina un petit peu. Voilà, et j'ai tout de suite pris goût à l'international et j'avais envie de sortir un petit peu du carcan, on va dire, ONF français qui est quand même un petit peu, comment dire, parfois restreint. J'avais envie de voir l'air, en fait. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion d'un premier poste à Mayotte et qui m'a ensuite permis de partir 2 ans plus tard à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification à Bonn, où j'ai travaillé 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, j'en ai eu, comment dire, un petit peu marre des papiers et j'ai voulu aller vraiment découvrir le vrai travail en allant dans une ONG vraiment sur le terrain en tant que volontaire. Là, j'ai passé 2 ans et demi vraiment au fin fond de Madagascar avec ma famille. Et là, j'ai vraiment découvert en fait ce que c'était que le développement. Et suite à cette expérience, je me suis engagé auprès de l'Union européenne pour travailler dans le développement, dans la Direction générale de développement et de la coopération à l'Union européenne. Et là, je me sentais beaucoup mieux pour travailler parce que comment dire, à travers mes différentes expériences, j'avais quand même pu comprendre pas mal de choses. Et je suis parti 5 ans au Rwanda. Et maintenant, je suis de retour au siège à la Commission européenne où je suis en charge des dossiers sur l'eau, en fait. Donc, j'ai une petite équipe et je gère toutes les actions de développement international sur l'eau, donc sur la qualité de ces actions au niveau international pour la Commission européenne. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Éléonore, vous voulez continuer du coup? Ok, bien sûr, merci.
Effectivement, bonsoir à tous. Bravo pour cette initiative. Je trouve que c'est très important et très intéressant, comme Arnaud l'a dit, de soutenir les relations entre différentes promos. Et même si on a tous beaucoup de boulot, vous comme nous, je pense que c'est vraiment important de le faire et de garder toujours ça comme priorité. Donc moi, j'ai fait l'aspect dev, développement agricole. Avant ça, j'avais fait mon stage de deuxième année pour le FIDA, des Nations Unies, le Fonds international de développement agricole, au Bénin. À ce moment-là, c'est là qu'est née l'envie, en particulier de repartir à l'étranger et donc de faire l'aspect dev. Et suite à l'aspect dev, j'étais partie en voyage en Thaïlande. Et donc, je voulais absolument travailler en Thaïlande. C'était ma lubie absolue. Et je ne trouvais pas de travail dans le dev en Thaïlande, ce qui est le cas souvent des devs. On a eu tous du mal à trouver du boulot. Et donc, j'étais voir mon professeur, Marc Dufumier, je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi avec ton réseau. Le réseau, très important. Et là, il m'a donné un contact d'une personne qui s'appelle Anne Bouillon, que vous connaissez certainement, qui travaillait à Bali, en Indonésie, sur un projet très intéressant de guide de voyage écolo. Donc, j'ai trouvé que c'était passionnant comme idée et j'ai bifurqué. Je suis partie 3 ans en Thaïlande là-dessus. Et j'ai travaillé, donc j'ai monté un projet avec des financements Union européenne. L'idée, c'était de monter ce même projet. Ouais, ah bah oui, voilà, exactement. Présidente d'AgroParis Academy. Donc, l'idée, c'était de monter ce projet qu'elle avait construit en Indonésie, de le monter en Thaïlande. Donc là, j'ai commencé à monter ce même projet en Thaïlande et avec des financements Union européenne, c'était vraiment très intéressant. Donc, j'invite les agros quand c'est difficile de trouver du boulot, de monter des projets. Hein. C'est pas sorcier, on trouve toujours des financements et si on y croit, si on a la niaque, on y arrive. Et donc, à la suite de ça c'était un premier séjour de 3 ans en Thaïlande. Je suis rentrée en France et j'ai monté une entreprise avec Anne Bouillon, justement, et 2 autres personnes pour continuer sur la lancée des guides de voyage écolo et de l'audit des territoires, des régions, etc., sur le thème de comment faire du tourisme durable un outil de développement rural. Vraiment, c'est ça le fil conducteur, le développement rural. Et donc, on a monté une entreprise ensemble. Je l'ai gérée pendant 5 ans. Et ensuite, j'en ai eu marre de Paris et j'avais envie de faire autre chose. J'ai monté une entreprise coopérative d'agriculture urbaine, bio, communautaire, etc. à Paris. C'était assez pionnier au début, c'était dans les premières. On a eu énormément de financement, de succès, disons de soutien de la mairie, de l'agro. C'était le début et ça a un gros engouement là-dessus, très intéressant, passionnant. Et ensuite, là, j'avais vraiment marre de Paris. Je suis partie en Colombie parce que je ne connaissais pas l'Amérique latine. C'était encore une nouvelle lubie. Il faut croire en ces lubies. Et à l'aventure. Et ici, c'est là que j'ai trouvé un premier travail dans une agence de voyage communautaire, écotourisme, etc. Toujours avec le concept que le voyage serve en fait à appuyer le développement rural et les communautés. Et ensuite, j'en ai eu marre aussi. J'ai voulu faire autre chose et j'ai voulu vraiment soutenir la partie environnementale et communautaire plus par le biais de la forêt. Et j'ai postulé pour EDF Andina. J'ai été prise à la direction de l'entreprise. Et donc maintenant, on travaille sur tous les thèmes de protection des écosystèmes, de gestion durable des écosystèmes et des forêts, et en lien aussi avec le changement climatique et le développement rural. J'ai oublié une étape juste avant. Je suis désolée, je sors d'un Covid carabiné et j'ai les neurones en vrac. Je vous le dis tout de suite. Entre-temps, j'ai travaillé pas mal comme consultante et j'ai aussi monté une boîte de conseil juste avant sur des thèmes de développement rural, de tourisme durable, etc. Avec des clients comme les Nations Unies, les USAID, les bailleurs de coopération internationale. On travaille en relation avec la coopération internationale. Et aujourd'hui, on travaille avec WWF, avec Action contre la faim, avec l'Union européenne, avec toutes les personnes qui sont là ce soir.
on a des projets avec vous, de près ou de loin, quelque part dans le monde. Voilà. Désolée si c'est un peu désorganisé, je suis fatiguée. Non, c'est clair. Et, voilà, n'hésitez pas après si vous avez des questions. Oui, Merci. les spectateurs, n'hésitez pas si vous avez des questions pour les intervenants. Je pense qu'ils seront ravis d'y répondre. Mais c'était très clair, merci. Du coup, Audrey, par exemple, vous voulez continuer? Oui. Donc, bonsoir à tous. Comme Arnaud et Eleonore, merci de nous avoir invités et puis d'avoir eu l'initiative de la soirée. C'est vraiment super. Et puis, même pour moi, c'est chouette de découvrir d'autres parcours agro aussi. Donc, merci. Donc, pour ma part, j'ai fait l'agro. J'ai fait une année de césure. Où j'étais partie 6 mois en Inde en ONG et ensuite j'avais fait de la recherche en France. Et du coup, cette césure m'a vraiment aidée dans mon choix de me dire, oui, je veux travailler à l'international et dans la solidarité, mais je voudrais aussi faire de la recherche. Et donc, arrivée en troisième année, donc j'ai fait l'aspect Nutri. Et j'avais une idée qui était de faire de la recherche en nutrition humanitaire. Donc là, il y a tout le monde qui a commencé à me dire mais non, tu n'y arriveras pas, c'est très spécialisé, il faut partir, il faut avoir de l'expérience. Mais je suis un peu têtue quand je veux. Et du coup, justement, par le réseau, j'ai eu des contacts aussi par mes profs à l'époque. Notamment à l'IRD, où là, on m'avait dit non, c'est pas trop possible. Parce que tu arrives trop tard, en gros. Et bref, donc j'ai fait ma spé-nutri, j'ai continué à chercher. Et là, il y a eu une opportunité chez Action contre la faim dans le service recherche. Donc, je suis rentrée à la base comme assistante du service recherche, qui m'a permis d'avoir un petit peu une overview en fait sur ce qui se faisait en recherche chez Action contre la faim et dans les différents domaines. Et ensuite, j'ai monté mon propre projet de recherche sur la prévention de la malnutrition qui s'est déroulé au Burkina Faso. Et donc, c'est là aussi où j'ai mené mon doctorat en collaboration avec 4 universités aux États-Unis, au Burkina, en Belgique et AgroParisTech, donc avec le labo de nutrition de l'agro. Et je suis restée de 2010 à 2019 chez ACF. Et ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai quitté ACF parce que je considérais que je ne pouvais plus assez bien faire mon travail parce que je ne pouvais plus partir pour l'instant sur le terrain. Et donc, je me suis reconvertie. Là, je suis dans l'enseignement, dans le but, toujours dans quelques années, d'essayer d'allier toutes ces expériences pour repartir à l'étranger, quelque part, un jour. Voilà. Ok, merci beaucoup. On peut continuer avec Elvire, si vous voulez, ou Clément. Bonjour. Bonjour. Je me lance. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'initiative de cette rencontre. Je me joins avec les autres intervenants sur les remerciements. Moi, j'aurais aimé aussi qu'on me parle un peu plus de ces voies dans la solidarité internationale, notamment dans après l'aspect Nutri, comme Audrey. C'est vrai qu'il y a peu de profils qu'on retrouve après cette spé qui ont travaillé dans ce domaine-là. Donc moi, je suis, je pense que la junior du groupe, je suis la promo 188. Donc, j'ai fait l'aspect Nutri. Après ça, j'ai fait un stage de fin d'études chez Nestlé en nutrition infantile. Moi, j'étais toujours intéressée pour travailler sur la nutrition des enfants, mais le travail dans une industrie agroalimentaire m'a pas beaucoup enchantée et j'avais cette envie d'aller de voyager, de prendre l'air, de travailler aussi plus sur l'aspect prévention de la malnutrition, allaitement maternel que fabrication de lait infantile. Et dans ce sens, j'ai envoyé mes CV partout. J'ai fait marcher le réseau dans les ONG, que ce soit en bénévolat, en stage. Et clairement, le domaine de l'humanitaire ne m'attendait pas. Et j'ai eu beaucoup de refus ou pas de réponse.
Et on m'a conseillé d'aller vers une formation qui s'appelle Bioforce. C'est un institut de formation privée qui est basé à Lyon et qui a ouvert ses portes à Dakar en 2018 pour une formation de responsable de projet nutrition. Donc, j'ai effectué pendant 3 mois au Sénégal et sur lequel qui m'a passionnée. Et suite à cette formation avec que des personnes de nationalité africaine, j'ai enchaîné sur un stage à Action contre la faim, puis une mission de volontariat au sein des Nations Unies, au Programme alimentaire mondial en Haïti. Et donc là, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans que je suis en Haïti maintenant en tant que consultante et je travaille sur des projets de prévention de la malnutrition, donc pour les enfants, pour les familles, en parallèle des distributions de cash ou de vivres qu'on effectue avec le PAM en Haïti. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et du coup, on peut finir par Clément. Oui, ben merci encore une fois aussi aux organisateurs de la soirée. Donc moi, en quelques mots aussi, pour vous dire, resituer aussi, je suis sorti en 2009, alors je ne me rappelle plus du numéro de ma promo, mais plus des années. Et donc voilà, moi j'ai aussi, dans mon parcours, toujours été guidé par l'intérêt pour la biologie, l'environnement, ça a toujours été ce qui m'a motivé. Et puis aussi l'idée de vouloir agir quand même dans ce domaine et pas seulement regarder ou étudier. Et donc, c'est un peu dans cette optique-là que pendant mon parcours à l'agro, déjà, j'ai suivi alors, le master qui a changé de nom depuis, mais qui s'appelait Économie de l'environnement, EDDE à l'époque. Et puis, ensuite, bon, j'ai fait une année de césure comme beaucoup, où j'ai déjà pu prendre goût au travail un petit peu à l'international, où je suis parti en Équateur, où j'ai travaillé là-bas pour l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et puis en Australie, où j'ai travaillé pour un laboratoire de recherche en écologie. Voilà, suite à ça, bon, j'ai terminé mon diplôme. Et puis, en sortie d'école, voilà, j'ai eu l'opportunité de travailler au ministère de l'Agriculture, donc un recentrage plus sur agricole, mais environnemental aussi, puisque je travaillais donc dans un service d'études et d'évaluation sur les politiques agro-environnementales. Et ça a été pour moi une bonne opportunité aussi d'avoir un travail entre on va dire, la recherche et l'action. On avait beaucoup de travaux d'études assez poussés qu'on pouvait réaliser dans ce cadre-là, mais avec un but opérationnel et un but qui souhaitait alimenter les politiques publiques. Donc voilà, la motivation aussi pour ce travail, moi, avait été d'agir pour l'intérêt général. C'est toujours ce que j'avais en tête aussi, même lors de mes études. Je suis resté 6 ans là-bas, donc quand même une expérience assez conséquente. Et puis, j'ai eu le temps de bien renforcer mes compétences aussi dans pas mal de domaines. Et puis, comme j'ai entendu dans les présentations précédentes, au bout de 6 ans, j'en ai quand même eu un peu marre. J'ai eu envie de changer, c'est normal. Et puis, là, j'en ai profité un peu aussi pour prendre un peu de temps pour moi et voyager, comme certains le font aussi, refaire presque une petite césure en fait, où je suis parti voyager aussi au Brésil. J'en ai profité pour m'adonner aussi à ma passion que la photographie. Donc j'en ai fait pas mal, en amateur, mais ça a été aussi une très belle expérience pour moi et pouvoir finalement aussi redécouvrir un peu d'autres horizons, repenser à ce que je voulais vraiment faire. Et puis au cours finalement de ce voyage, c'est en partie au cours de ce voyage et d'un passage en Guyane où je retrouvais d'ailleurs un ancien agro aussi, enfin agro de Toulouse, mais agro quand même. Voilà, c'est au cours de ce voyage que je suis passé en Guyane et puis que j'ai eu un coup de cœur pour ce territoire et l'opportunité de travailler pour le WWF s'est présentée et finalement les planètes se retrouvaient un peu alignées puisque ça me permettait de découvrir un nouveau territoire, de me rendre utile aussi, c'est ce que je souhaitais quand même fortement, et puis de retrouver un côté terrain et un engagement pour l'environnement. Donc, on retrouvait un petit peu de tout ça dans le poste que j'occupe aujourd'hui, donc depuis 2 ans et demi. Voilà, pour faire court. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Et si vous voulez plus d'informations sur le parcours de chacun, vous pouvez poser la question et on y reviendra dans la partie échange avec le public.
Du coup, on va passer maintenant aux questions du pôle alumni. Donc, on a sélectionné pour vous des questions intéressantes pour les intervenants. Et je laisse la parole à Leïla pour la première question. Oui, bonjour à tous. Alors moi, c'est Leïla Saïd. Je suis membre du pôle alumni avec Léo. Et donc, on a choisi comme première question la suivante. Donc, d'où est née cette envie est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça marche. Maintenant, ça va mieux. Vous m'entendez? Oui, maintenant, ça va. Ah, ok. Mais du coup, je recommence pour la première question. Donc, d'où est née cette envie de s'engager et d'aider et pourquoi en association humanitaire et notamment, vous pouvez dire aussi pourquoi, quelle a été l'importance d'AgroParisTech est-ce que ça a influencé vos choix donc, qui veut commencer peut-être, je sais pas, Audrey, si vous voulez. Très bien. Comment est née l'envie d'aider, de s'engager vaste question. Je ne sais pas s'il y a un point vraiment de départ. J'ai été attirée déjà par l'associatif depuis très jeune. Je faisais pas mal d'actions avec la Croix-Rouge. Ensuite, au lycée, on avait un petit club humanitaire où on menait aussi diverses actions. Après, à l'agro, pareil, en première année, on avait monté un projet pour partir en Bulgarie et en fait, tout au long de tout au long de l'évolution, j'ai toujours eu un attrait pour m'engager dans une action. Je ne savais pas exactement laquelle. Et l'agro m'a aidée dans le sens où ça m'a permis aussi de faire une expérience dans le privé via des stages. Et là, j'ai vu que c'était vraiment ce que je ne voulais pas faire. Et donc, par élimination aussi, on va dire, ça a conforté mon idée de travailler en ONG. Un petit peu comme Elvire, je voulais travailler avec des enfants, d'où aussi l'aspect nutri que j'ai fait. Et ce que j'ai dit aussi avant, le secteur de la recherche m'a beaucoup intéressée. Et donc, allier les deux, c'était aussi, notamment chez ACF, c'est ce qu'on fait, mais la recherche pour améliorer les actions qui sont faites sur le terrain. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais... Oui, parfait, merci. On peut continuer avec un deuxième intervenant. Peut-être... Ah, Éléonore, allez-y. Je me propose, comme ça va plus vite. Comme Audrey, j'ai commencé assez jeune dans la sensation que j'avais envie d'aider. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais je me souviens de ma tante qui me disait tout le temps, qui voyait que j'étais attirée par l'Afrique ou par d'autres pays. J'avais toujours un peu une difficulté à vivre les inégalités. Et ce que je considérais comme des injustices ou des problèmes de corruption, des problèmes économiques, sociaux, etc., ça m'a toujours gênée. Et au collège, je faisais la quête dans le métro pour les fondations, ces petites boîtes en métal. Je vendais des cartes postales pour aider les enfants du Sahel, enfin tout un tas d'activités comme ça. Ça me plaisait, hein. Je ne sais pas si c'était un mélange d'altruisme ou quoi, mais j'aimais bien faire ça. Et puis, avec l'agro, j'ai découvert, notamment en SPDEV, plein de contextes qui me paraissaient passionnants et qui disons, contenaient des difficultés sociales ou économiques de certaines populations
qui pouvaient être aidés par des appuis techniques, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'avec des solutions techniques, par exemple, pas seulement, hein, il faut toujours avoir une vision intégrale, holistique et tout, mais l'apprentissage technique de l'agro, qui puisse être mis au service de populations ou de contextes, m'a paru vraiment intéressant. Et avec Anne Gouillon, justement, j'ai découvert le montage de projets de coopération. Et ça m'a paru la clé. C'est-à-dire, on trouve un problème, quelle peut être la solution, on va aller chercher des financements, on va chercher des partenaires et on va monter des projets par rapport aux besoins des populations bénéficiaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est né de mon contact avec l'agro et que je continue de faire tous les jours et que je trouve passionnant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on vous entend, Clément. C'est Norman. C'est pas moi qui. Norman Dorel, je suis récemment Ah oui, diplômé de d'accord. l'AgroParisTech en piste. Oui, allez-y. Pardon, je croyais que c'était J'ai une question par rapport à la, comment dire, à la vie. Enfin, ouais. Disons que, est-ce que le fait de fournir de l'appui technique à des populations qu'on considère en difficulté de développement et du coup, en fait, chercher des financements qui relèvent d'un système, moi, c'est un peu, enfin, peut-être qu'il y a des très grands raccourcis que je prends et qui ne sont pas du tout exacts et que vous allez me corriger, et j'espère. Mais est-ce que trouver des sources de financement qui relèvent d'un système qui lui-même met en difficulté ces populations-là, c'est pas un peu, enfin, je me demande si c'est pérenne en fait. Norman, tu t'appelles, pardon, je sais pas, j'ai pas compris. Oui, je m'appelle Norman, mon nom de famille c'est Dorel. Et je peux allumer ma caméra d'ailleurs, mais je ne sais pas si je suis bien illuminé. Si, c'est bon. Ben, je ne sais pas si cette question est pour moi, mais j'imagine, sinon… Oui, en fait, du coup, j'ai réagi par rapport à ce que vous avez dit. Parfait. Ben, alors d'abord, je pense que ce n'est pas forcément nous qui considérons que les populations sont demandeuses ou ont un besoin. En général, ce que je trouve plus souhaitable, c'est qu'elles-mêmes expriment un besoin, tu vois, c'est pas, on arrive en considérant, nous, de l'extérieur, qu'elles ont un besoin, mais plutôt au travers soit d'acteurs locaux, soit d'ONG, soit de partenaires locaux, de groupements communautaires, etc. Ces populations remontent un besoin, l'expriment, et l'idée, c'est de dire, ben, OK, on fait le lien entre des financements qui existent. Alors, ce n'est pas forcément des sources qui viennent d'un système qui met en difficulté ces mêmes populations. Ça peut arriver, effectivement, ta question est très pertinente. Mais ça peut être aussi des sources de financement locales, de la part d'ONG locales, de ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, etc. C'est-à-dire, c'est de faire le lien, en fait, si tu veux, entre une offre et une demande. Il y a un besoin, par exemple, d'un accès à l'eau, et il y a des financements pour des projets ruraux dans lesquels l'accès à l'eau est une des possibilités. Donc, c'est de faire le lien entre les deux et d'appuyer les communautés dans, par exemple, le montage d'un projet ou la rédaction. Ça va faire, par exemple, des ateliers où on les sensibilise, où on les forme à comprendre les termes de référence du financement. Et on forme des jeunes ou des moins jeunes à savoir comment y répondre, comment s'organiser, par exemple, pour pouvoir recevoir ce financement, etc. Après, ce que tu dis sur le système, effectivement, là, on peut ouvrir une autre soirée de 2 heures. Oui, mais c'est vrai qu'ici, par exemple, il y a énormément de questionnements là-dessus. Par exemple, il y a beaucoup de financements qui viennent des États-Unis, du USAID, et c'est très compliqué, la situation sociopolitique entre les États-Unis et la Colombie. C'est vraiment complexe. Ouais. Et si tu veux, en particulier avec les guérillas, les ex-guérillas, les nouvelles ex-guérillas, etc., qui acceptent ou rejettent les différentes aides, ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Et je pense que on pourrait y passer des heures, mais
tu as raison qu'il y a des sources de financement qui sont vraiment à la limite éthiquement et il faut vraiment faire attention. Merci pour la réponse à ma question. N'hésite pas à poser d'autres questions si tu veux dans le chat. Je pourrai y répondre plus tard. Merci. Et les autres aussi. Vas-y, Leïla, du coup, tu es encore là? Oui. Je peux prendre la suite si vous voulez, Leïla. Comme ça, vous voulez répondre à la question précédente? Oui, c'est ça. Allez-y. Oui, sur la question de l'engagement, du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à m'engager? Alors, je pense que le point de départ, moi, c'est plutôt un engagement qui était assez thématique, c'est-à-dire concrètement lié à l'environnement, la nature, voilà, qui était toujours un intérêt fort chez moi. Ensuite, voilà, au cours de mon parcours, j'ai eu à cœur en connaissant de mieux en mieux ce qu'on pouvait faire autour de ce domaine, je me suis un peu intéressé par exemple, une petite expérience de recherche en écologie en Australie parce que j'étais intéressé par mieux connaître ce domaine. J'ai finalement aussi eu envie, comment dire, au-delà de devenir expert de tel ou tel animal ou de tel ou tel écosystème, que cette connaissance et ce parcours que j'ai en fait puisse servir à la préservation de l'environnement, puisque de toute façon, on voit bien que quand on travaille sur ces questions-là, on est très vite heurté par les dégradations qu'on peut observer, par les pertes de biodiversité. Donc, quand on travaille dans un domaine comme celui-là, on a en général aussi envie de faire en sorte que notre action elle puisse être utile à la sauvegarde de cet environnement. Donc voilà, je pense que c'est d'abord une entrée, on va dire, par l'environnement. Et puis, bien sûr, aussi, ça, mais même très tôt, au cours de mes études aussi, évidemment, il n'y a pas de préservation de l'environnement sans une société plus juste et plus égalitaire, je pense. On voit bien que dans la plupart des territoires où on a de fortes dégradations de l'environnement, on a souvent aussi de très fortes inégalités économiques. C'est aussi le cas en partie en Guyane, même bien sûr dans le Brésil voisin. Donc, l'idée de l'engagement et de se rendre utile aussi pour les autres, elle est pour moi liée aussi à un engagement pour l'environnement. Ça va de pair. Voilà, en quelques mots, en tout cas, moi, ce que je peux dire sur mon engagement personnel. Je vais peut-être prendre la suite. Donc, juste à mon niveau, je pense que le désir est venu vraiment d'une envie, en fait, d'un constat que les enjeux me semblaient tellement plus grands et impactants au niveau international qu'au niveau franco-français, que j'ai vraiment eu envie très, très vite de partir pour comprendre tous ces enjeux internationaux, essayer de travailler dessus et de voir comment est-ce qu'on peut avancer sur les sujets de l'environnement et de l'agriculture et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs que les erreurs qu'on a fait pendant très longtemps chez nous et voir comment est-ce qu'on peut travailler avec nos partenaires au niveau international pour avancer sur ces différents sujets. Et très vite, je me suis rendu compte aussi de l'importance d'incarner ça au niveau local, parce que si on parle au niveau international, mais qu'on n'a pas cette incarnation locale à un moment donné, on parle dans le vide. Et donc, d'où mon intérêt à partir à Madagascar, de travailler dans une petite entreprise, à fabriquer des confitures bio-équitables, etc., à faire des plantations d'arbres et tout ça, avec des communautés locales, pour vraiment appréhender les choses localement, pour pouvoir ensuite après faire le lien avec les autres échelons de décision. Et alors pour moi, je dirais cet engagement, il est vraiment lié à cette envie de faire avancer les choses dans la bonne direction, on va dire, dans une direction qui me semble plus durable pour tout le monde. Et aussi dans l'envie de faire avec les gens. Ce n'est pas forcément une envie d'aider, je pense qu'on n'est pas trop dans cette approche-là, tous, j'imagine, mais plus dans une idée de vraiment faire avec, accompagner les gens, de partir de là où ils sont, essayer de les rejoindre là où ils sont, même si c'est très difficile, parce que quand on est à l'étranger, on a beaucoup de mal toujours à retrouver la personne en face, à la comprendre, à comprendre d'où elle vient et où elle va.
Mais c'est vraiment cet effort, essayer de faire cet effort-là, essayer de rejoindre la personne là où elle est et ensuite essayer de partir avec les gens de là où ils sont, les accompagner sur leur chemin vers un avenir durable, et digne. Voilà. Donc, bien sûr, il y a plein de questions qui se posent, des questions éthiques, etc. On va y revenir plus tard. Mais c'est vraiment ça, en tout cas, qui m'a poussé au départ à aller vers ça. Voilà. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Alors c'est très intéressant, ça soulève une question que je pense que toute personne qui veut s'engager dans la solidarité internationale se pose un jour ou l'autre. C'est qu'est-ce que c'est que la solidarité et c'est quoi finalement un agro qui est solidaire? Et j'aimerais vous poser la question, Elvire, pour avoir votre avis un peu, puisqu'on a eu l'avis de tous les autres intervenants. Vous voulez que je continue et que je réagisse directement ou... Je souhaitais plutôt avoir l'avis d'Elvire, mais vous pouvez rebondir ensuite si vous le souhaitez, oui. Elvire, c'est à toi. Et je suis désolée, j'ai eu une coupure. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Désolée. La question, c'était qu'est-ce que la solidarité pour vous? Et je souhaitais avoir votre avis sur la question. Ok. Écoute, moi, je me rejoins beaucoup à ce que Arnaud vient de dire par rapport au fait de mettre nos capacités, non pas pour venir changer les habitudes d'une population dans son entièreté, mais de les accompagner pour aller vers une approche durable, pour d'abord arriver à comprendre les causes d'un problème, parce que les causes peuvent être, par exemple, pour les problèmes de malnutrition, les causes peuvent être directes, mais aussi on a de profondes causes qui sont fondamentales, qui sont liées à la culture, qui sont liées à la politique, qui sont liées à des troubles socio-économiques. C'est arriver à comprendre tous ces facteurs et puis, comme l'a dit aussi Éléonore, comprendre que les demandes de projets viennent aussi de la population, que la solidarité, c'est aussi, selon moi, la solidarité internationale, c'est aussi écouter les demandes qui viennent du terrain, les comprendre pour mieux les aider avec les capacités qu'on a pu développer, non seulement à l'agro, liées à un support technique spécifique, mais aussi un support disons de gestion de projet. Enfin, moi, je pense par rapport à la formation à Bioforce que j'ai effectuée, cet institut de formation qui m'a appris pas seulement à apporter un support technique sur comment résoudre un problème de malnutrition et comment traiter les enfants, mais aussi toute une approche aussi anthropologique de vraiment compréhension du problème et de gestion de ce dernier sur le terrain. Bon, je pense que je me suis un peu perdue, mais parce que c'est ça un peu. Non, c'était très bien. Et puis, je suis très d'accord avec vous sur le fait de cette réciprocité d'écouter un peu les besoins, en fait. Arnaud, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, peut-être juste pour réagir, juste pour donner un petit exemple concret, la CNU a été parlé de loi et il a été adopté de façon générale en France qu'au XVIIIe siècle, parce qu'il fallait que tout un système d'organisation sociale, économique, culturelle, etc., se mette en place pour que des surplus de production puissent être commercialisés, qu'il y ait une main-d'œuvre dans des villes qui en aient besoin, etc., etc. Donc, si vous voulez, une transformation d'un pays, elle n'est pas basée seulement sur un aspect technique qu'on apporte dans un pays, mais vraiment sur un ensemble de choses qui doivent être en place. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ces métiers-là, c'est qu'on peut vraiment essayer de travailler sur cette transformation globale et essayer de l'emmener dans un sens intéressant. Et alors moi, je dirais, quoi, on a un motto dans ma direction générale, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est quand même un motto que j'aime bien. Donc, on dit toujours, être solidaire, notre solidarité, c'est quoi? C'est notre futur, notre dignité et notre planète. Voilà. Et je trouve que ça résume bien les choses. C'est ça, c'est qu'on veut travailler
pour notre futur, notre solidarité, notre planète. Alors bien sûr, parfois il y a des questions, comme disait Norman très justement. Il y a certaines politiques qu'on a qui viennent parfois détruire ce qu'on essaie de construire par ailleurs, mais on a besoin de gens à tous les maillons de la chaîne. On a besoin de gens qui travaillent sur nos politiques internes pour améliorer leur impact international. On a aussi besoin de gens qui travaillent à l'international pour travailler avec ces pays-là pour qu'ils puissent avancer dans la bonne direction. Et puis voilà, donc c'est ça, être solidaire, c'est couvrir une partie, un maillon de cette chaîne qui permette de développer notre futur, notre dignité et notre planète. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Si quelqu'un d'autre souhaite réagir, on l'accueillera volontiers. Mais sinon, on passera à la question suivante avec Manu. S'il n'y a pas d'autres... Éléonore, vous voulez réagir? Oui, je veux bien, merci. C'est juste pour donner un exemple. Mais c'est vrai que pour reprendre le maillon de la chaîne d'Arnaud, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et avec le fait qu'on fait avec, on apprend et on comprend. Je pense que l'ère un peu du colonialisme est quand même assez dépassée et on est vraiment là pour travailler la main dans la main. Et ici, par exemple, la plupart de nos ingénieurs sont colombiens et on travaille avec avec les secteurs publics, mais aussi avec des communautés paysannes, des afro-descendants, des indigènes, des ex-combattants et je ne sais pas qui de haut de nous apprenons le plus en fait. C'est vraiment énormément d'échanges, d'apprentissage. Donc la solidarité, c'est pas du tout dans un sens, je pense que c'est complètement bilatéral, c'est réciproque, comme tu disais, Rit, à réussir à construire quelque chose ensemble, à co-construire quelque chose ensemble dans lequel les savoirs de tous vont s'imbriquer pour que le résultat fonctionne de façon durable. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Et donc, justement, vous parlez de... Ah, oui, non, vas-y. D'accord, on va passer à une autre question, mais sinon, tu peux la garder pour après. On aura la question avec le public, donc tu pourras poser ta question à ce moment-là. Donc, moi, c'était donc, vous parliez de construire quelque chose sur place avec donc les gens, les locaux finalement. Et donc, la question, c'était est-ce qu'on se sent vraiment plus utile en partant qu'en restant? Est-ce que ce serait pas possible? Est-ce qu'on se sent moins utile en fait en restant en métropole? On se sent, oui, moins utile en restant. Et donc, c'est vraiment une nécessité un petit peu de partir pour avoir l'impression de faire quelque chose. Je ne sais pas si Audrey ou Clément, vous voulez répondre. Clément, allez-y. Je veux bien, oui, essayer d'esquisser une courte réponse, mais bien sûr, elle sera complétée par les autres intervenants. Oui, déjà, je voulais peut-être commencer par aussi dire qu'on fait aussi quelque chose parce qu'on aime le faire, déjà. Et donc, si on aime se rendre utile, c'est bien, tant mieux, il faut le faire. Après, il ne faut pas se sentir obligé d'être d'être guidé par un espèce d'impératif qu'on s'impose ou qui nous est imposé par d'autres si on ne fait pas au quotidien quelque chose qui nous plaît. Donc, je pense qu'avant tout, déjà, il faut faire quelque chose qui nous plaît. De toute façon, on ne sera pas bon et on ne sera pas utile si on fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Ensuite, après, la question de l'utilité, c'est surtout utile utile à qui, pour qui. Donc, je pense que quel que soit l'endroit où on soit, on sera utile, j'espère en tout cas, à des gens, à des personnes. Je pense que quand on part à l'international, moi, dans mon cas, je ne suis pas hors de France, c'est toujours la Guyane, c'est toujours la France. Bien sûr, c'est un territoire qui a beaucoup de spécificité par rapport au reste du territoire français. Mais en tout cas, moi, j'essaie de me rendre utile déjà là où je suis. Je pense que c'est important de s'ancrer dans le territoire où on vit et de se sentir utile là où on est pour ne pas s'être déconnecté en fait, de la réalité qu'on est en train de vivre. Donc, voilà, après, si on peut être utile encore à une plus grande échelle et avoir une influence plus large et que des retombées internationales soient utiles au-delà du pays où on se situe, tant mieux. Mais je pense qu'avant tout, il faut se sentir bien là où on est et être utile là où on est, que ce soit à petite échelle ou même ou un peu plus grand.
Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Audrey ou quelqu'un d'autre qui se sent inspiré? Je peux. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Clément. Et je rajouterais que pour ma part, je ne peux pas vraiment dire que je sois partie. Mon plus long temps consécutif d'expatriation, entre guillemets, ça a été 6 mois. Comparé à tous les autres profils, c'est rien du tout. Du coup, est-ce qu'on se sent plus utile en partant qu'en restant? Je ne suis pas sûre. La question se pose plus sur qu'est-ce qu'on fait. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est indispensable de partir à un moment donné et de partir régulièrement quand on travaille sur des projets. Parce que, comme a dit Arnaud avant, c'est en travaillant en fait avec des populations, en s'appuyant sur les populations locales, en travaillant avec eux, qu'on peut monter des projets qui tiennent la route. Et ça, on ne peut pas le faire derrière un bureau à Paris, à Bruxelles, n'importe où, si on est déconnecté du terrain. Parce que les besoins, ils partent du terrain. Et donc, il faut forcément aller sur le terrain à un moment donné. Et pour ma part, en tout cas, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter la solidarité internationale pendant un petit moment, parce que justement, j'avais plus cette possibilité de partir régulièrement sur le terrain, parce que j'ai 3 jeunes enfants et que du coup, mes priorités, pour le moment, ont un peu changé. Mais voilà, donc la question de est-ce qu'on est plus utile en partant ou en restant, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'avoir un lien avec les populations locales et de voir vraiment la réalité sur place avant de monter des projets qui, eux, peuvent être très utiles aux populations. Merci beaucoup, c'est très intéressant d'avoir cette vision aussi de, même s'il y a moins de terrain, le fait que le terrain est quand même indispensable pour toutes ces actions. Est-ce qu'un autre intervenant souhaiterait prendre la parole ou alors on peut passer à la question suivante? Je veux bien juste ajouter un point. C'est quand, en fait, je suis d'accord avec vous deux, mais je pense aussi quand on parle de population locale, c'est simplement autour de nous, en fait. Et quand j'ai travaillé en France ou en Europe, les populations locales, c'était les voisins, les communautés, les quartiers. Ce n'étaient pas des gens d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. C'était des gens autour de chez nous, ou en Bretagne ou en Île-de-France. Et en fait, ces besoins de développement ou de solidarité ou de bien-être ou d'appui, tout ça, ils se retrouvent partout. C'est simplement que c'est des thématiques différentes et des besoins différents, mais moi, j'ai vraiment vécu la sensation d'aider et de participer à quelque chose d'un peu différent et qui aidait un peu en espérant autant là-bas qu'ici ou qu'ailleurs, en fait. Je pense qu'on peut être utile partout, n'importe où, n'importe quand. Voilà. Bien, alors, si personne d'autre n'a que ce soit à ajouter, eh bien, on va passer à la prochaine question. Du coup, vous avez fait de nombreuses actions qui ont eu une influence sur les populations dans ces zones-là. Et donc, on aimerait savoir comment a été perçu votre engagement par les populations locales. Je sais pas. Est-ce que Elvire ou Arnaud voudraient répondre? Oui, moi, si je voulais, je peux dire un mot. Alors moi, dans mes différents travaux au niveau local, j'ai eu des perceptions très variées. Donc, on a des gens qui acceptent vraiment, qui sont très heureux que vous soyez là et avec qui vous allez avoir une collaboration très efficace et effective, et notamment les gens qui demandent que vous veniez, en fait, parce que donc les partenaires qui sont en demande d'un appui, d'un échange, d'un apprentissage, etc. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en jeu dans la relation qu'on peut avoir au niveau local. D'abord, souvent, on a des grandes difficultés à comprendre comment est-ce que la personne qui est en face de nous réagit, comment est-ce qu'elle comprend ce qu'on dit. Parfois aussi, très souvent, la personne ne nous comprend pas
aussi, parce qu'elle ne comprend pas ce que c'est que d'être expatriée, elle ne comprend pas ce que c'est que de ne pas comprendre quelqu'un. Donc, elle pense que tout ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, on va pouvoir le décrypter très facilement, comme si on était de la même population, du même groupe social, etc., alors que ce n'était pas le cas. Et donc, elle ne comprend pas qu'on ne comprend pas. Surtout si elle n'a pas voyagé, si cette personne-là n'a pas voyagé. Et parfois aussi, elle vient avec un passif très fort parfois, quand on est dans des pays qui sont nos anciennes colonies, par exemple, avec un rejet presque viscéral parfois de votre action, de qui vous êtes. Et ça, j'ai pu le sentir de façon très forte parfois dans mes expatriations, où parfois il y a eu des rejets forts, en fait, où on sent fortement que les personnes ne veulent pas travailler avec vous, ou même contre vous, veulent même vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous représentez quelque chose, vous venez avec un passé derrière qui est très fort, ou bien aussi parce que vous êtes parfois maladroit dans votre façon de faire, etc. Donc voilà, donc à la fois des accueils parfois extrêmement positifs, des collaborations incroyables, des choses qui se passent qui sont très belles, et puis aussi parfois des vraies difficultés qui ne sont pas simples à gérer tous les jours, mais qui nous apprennent beaucoup aussi sur nous-mêmes et sur notre attitude aussi quand on revient chez nous, par rapport aux étrangers, par rapport même à des amis, etc., etc. Et donc, on apprend beaucoup sur la vie, et ça, c'est une grande richesse de l'expatriation. D'accord. Donc, parfois, le contact est plus difficile qu'on peut se l'imaginer. Et est-ce que, Elvire, vous voudriez rebondir là-dessus, apporter quelque chose? Je vois que Elvire a dû quitter la réunion la soirée parce qu'elle a une réunion justement qui s'enchaîne. Du coup, parce qu'elle, avec le décalage horaire, du coup, c'est dans sa journée de travail en Haïti. Donc là, elle nous a quittés. Mais du coup, est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à la question? Ou Éléonore, par exemple? Oui, si vous voulez. J'ai vécu un peu la même chose qu'Arnaud. Une fois, j'ai vécu effectivement au Bénin une situation assez difficile parce qu'il n'y avait pas de compréhension réelle de ce que je faisais là. C'était mon stage de deuxième année de agro avec le FIDA et on m'a mis dans un village de brousse en me disant, tiens, tu vas faire un suivi-évaluation de ce projet. Et le problème, c'est que les gens ne parlaient pas français, ils parlaient leur langue vernaculaire, le fon du milieu du Bénin. Et moi, je ne parlais pas fon. Et j'avais pas d'argent, rien, rien pour me déplacer. Et donc, c'était très compliqué puisqu'il n'y avait aucune compréhension. Donc, c'était un cas de figure absolument raté dans lequel finalement, j'ai, avec mes sous, embauché le maître d'école pour faire le traducteur et puis voilà, pour pouvoir créer un dialogue, ce qui était vraiment la base, franchement, de cette collaboration, un dialogue, pouvoir parler et puis ensuite pouvoir essayer de comprendre quel était le besoin par rapport à cette mission de suivi-évaluation. Ça, c'est un exemple vraiment de grande difficulté parce que ça n'a pas bien fonctionné, il n'y a pas de communication de base. Mais sinon, il y a aussi des cas excellents d'excellent accueil. Aujourd'hui, par exemple, on arrive à monter des projets qui sont très bien conçus et vraiment qui partent vraiment bien. Moi, je viens d'arriver dans la boîte, donc je ne me jette pas des lauriers. Je jette des lauriers à toute l'équipe et à tous ceux qui m'ont précédé et qui ont vraiment fait des choses extraordinaires et qui ont bien monté des projets en se basant complètement sur les besoins des populations, sur leur façon de faire, en leur donnant le plus d'opportunités de faire eux-mêmes possible. De se empoderar, on dit en espagnol, je n'ai jamais trouvé de mot pour ça en français, vous me comprenez, et de leur donner les clés, de leur donner ce qui leur manque, mais qu'eux-mêmes fassent le plus possible à leur manière et selon leurs besoins. Et c'est vrai qu'on a des projets qui sont réellement utiles, qui ont des impacts réels, et là, on a des populations qui sont vraiment contentes et qui l'expriment. Et ça, c'est génial quand ça fonctionne bien. Voilà 2 exemples bien différents. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Peut-être Clément? Oui, je peux ajouter un petit mot. Oui, peut-être pour dire aussi qu'effectivement, déjà, le fait d'arriver dans un nouveau territoire, enfin quel qu'il soit d'ailleurs, même quand on se déplace en France métropolitaine,
je pense que déjà, il faut arriver avec quand même beaucoup d'humilité, même si on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, même si on arrive avec toute la bonne volonté du monde en se disant on va forcément bien m'accepter, je suis bien là pour faire des bonnes choses, etc. En fait, il faut prendre un petit peu plus de recul et se dire déjà, est-ce que même je peux aider certaines fois, parce qu'il y a peut-être des choses, des situations d'injustice dont vous allez être témoin, et puis finalement, vous ne pouvez peut-être pas être en position d'aider, ou même, au pire, une aide pourrait ne pas être bénéfique. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire comprendre la situation locale et voir en quoi vous pouvez être utile pour être justement bien accepté. Après, sur ce que disait Arnaud, effectivement aussi, on arrive dans un environnement social avec une histoire et on n'est pas complètement… On a finalement aussi un lien avec cette histoire, enfin ça dépend des territoires. Bon, pour la Guyane, par exemple, il y a aussi des relations particulières entre la Guyane et la métropole, où on a à la fois une volonté d'une partie de la population de plus d'autonomie, de plus de meilleure prise en compte des spécificités du territoire et qui est légitime. Et puis en même temps, un rattachement à la France qui aussi est important pour beaucoup de gens ici. Donc, excusez-moi, là, vous entendez peut-être dans le micro, c'est la camionnette qui passe il y a les élections territoriales en ce moment, et du coup, les politiques, justement, font passer des camionnettes avec les haut-parleurs à fond. Vous entendez en ce moment le président de la région. Oui, donc je disais juste que ici, ce qui est particulier peut-être en Guyane et dans pas mal d'outre-mer, je n'ai pas été dans d'autres outre-mer, mais il y a un passage assez régulier, parfois rapide, et de métropolitains dans ces territoires. Et il y a toujours aussi une certaine, certains reproches qui peuvent être légitimes aussi adressés au fait que on va dire, souvent des postes de cadre, d'ingénieurs dans l'autre fonction publique qui tournent très souvent, ça peut être mal perçu par une partie de la population locale parce que finalement on vient, on reste quelques années, on s'en va et puis le territoire reste comme il est. Donc il y a ce passif un peu, je ne vais peut-être pas expliquer très, très clairement, mais c'est l'idée du passif aussi. Et dans certains territoires, on arrive et on n'arrive pas, il y a une histoire, quoi. Et puis peut-être pour terminer aussi, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à, alors suivant les sujets qu'on traite, celui de l'environnement en particulier, forcément l'accueil aussi, il sera différent. Alors là, pas forcément en fonction du territoire, mais plutôt en fonction des acteurs du territoire. Et quand on lutte, par exemple, contre certains projets environnementaux qu'on va dénoncer, certains projets qui ont des conséquences environnementales et qu'on souhaite dénoncer, forcément, des groupes d'intérêt ne vont pas voir ça d'un bon œil et on ne sera pas bien accueillis des gens qui, en fait, considèrent qu'on va commencer à marcher sur leur plate-bande. Donc voilà, on met les pieds dans un territoire où il y a des intérêts, une histoire, et forcément, on a une place là-dedans. Il faut essayer d'en être conscient le plus rapidement possible pour comprendre les jeux d'acteurs dans lesquels on s'inscrit. Voilà, merci. J'espère que j'étais suffisamment clair. D'accord, merci. Du coup, on va pouvoir passer aux échanges avec le public, du coup. Oui, alors moi j'ai reçu une question du public qui concernait la rémunération des personnes qui s'engagent. Donc c'est une question qu'on peut avoir. Quel a été votre statut? J'imagine que vous avez travaillé à la fois du travail bénévole, mais aussi en tant que salarié. Et forcément, c'est pas pour ça qu'on s'engage, mais voilà, c'est une question qu'on peut se poser sur la rémunération de votre travail. Voilà, si vous voulez intervenir. Je ne sais pas si c'était clair ou je…
Je peux prendre la parole si tu veux. Juste pour dire que c'est très variable en fait. En tout cas, moi, dans ma carrière, je suis passé du tout au tout, c'est-à-dire à très pauvre, à très riche, à très pauvre et à très riche, quelque part, entre guillemets, quoi. En tout cas, je me considère comme très privilégié aujourd'hui. Mais bon, mais j'ai jamais eu à me plaindre. Voilà, je pense qu'après, c'est une question d'adaptabilité et puis de ne pas se mettre trop de charges sur le dos. Je voyais quand j'étais aux Nations Unies, quand j'ai travaillé aux Nations Unies pendant quelques années, et j'avais des collègues qui avaient commencé à emprunter énormément, à se mettre énormément de charges sur le dos. Ils étaient complètement bloqués, ils ne pouvaient plus partir des Nations Unies parce que s'ils partaient, ça voulait dire qu'ils étaient obligés de faire défaut à la banque, etc. Et donc, ils étaient complètement bloqués dans un système. Donc, en fait, la question, en fait, c'est quelle liberté on veut garder, et comment est-ce qu'on peut garder cette liberté et quel prix ça a. Voilà. Donc, je pense que c'est plus ça qu'une question purement de rémunération. Oui, et puis pour rejoindre un petit peu ce que dit Arnaud, ça dépend beaucoup de là où on travaille en fait. Parce qu'un même poste, en fonction de différentes organisations, n'est pas du tout rémunéré de la même manière. Donc, pourtant, c'est le même poste, le même travail. Et donc, ça, voilà, c'est nous pour qui est-ce qu'on veut travailler, comment est-ce qu'on veut travailler, et voilà, donc c'est vraiment en fonction des choix qu'on fait. Là, on ne peut pas dire, si vous travaillez dans la solidarité internationale, votre salaire va être compris entre temps et temps, parce qu'en fait, c'est comme quand on travaille dans une entreprise, voilà, la marge de salaire est aussi grande, en fait, voire même plus grande en fonction des organisations. Donc, désolée, il n'y a pas vraiment de réponse très précise à donner, en fait, à cette question. D'accord, oui, ça dépend vraiment des organisations. Ça dépend. Et ça n'a pas été un frein pour vous engager ou Non, pas du tout. Et puis, on va dire que là, je suis passée dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, donc j'ai encore régressé en termes de salaire. Non, moi, ça a jamais été, le salaire n'a jamais été ma motivation. C'est vraiment le travail. J'ai toujours fait un travail qui m'a plu. Je ne me suis encore jamais levée le matin en me disant non, j'ai pas envie d'aller travailler. Les 9 ans que j'ai passé chez ACF, je savais pourquoi j'allais travailler et même si oui, j'étais du coup payée pour ce que je faisais, mais je trouvais, je savais pourquoi je le faisais et comment je le faisais. C'est vraiment la motivation. Donc non, ça n'a jamais été un frein. D'accord, merci. Peut-être que Éléonore, vous voulez intervenir Oui, je veux bien et je suis assez d'accord avec le fait qu'on peut passer du tout au tout, de rien à tout. J'ai commencé sans rémunération parce que je croyais vraiment en le projet que je montais. Et aussi parce que je ne trouvais pas de boulot. Et donc, au lieu de passer mon temps à chercher du boulot, je me suis lancée dans le montage du projet. Et il y a eu quelques mois où j'avais vraiment aucune rémunération, mais j'étais vraiment contente de le faire et j'y croyais. Et effectivement, le financement est arrivé et j'ai pu avoir ensuite un paiement de la part du projet. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer si on a un peu d'économie ou des petits boulots. Enfin, bref. Quand on monte un projet ou qu'on monte une activité, c'est vrai qu'au début, on peut ne pas être rémunéré du tout. Et j'ai aussi eu des moments de vertige quand j'étais consultante pour les Nations Unies avec des per diem à $200 par jour et des avions en voiture voilà, au Cambodge, au Laos, etc. C'était écœurant et je leur disais même de ne pas me donner des avions, que je voulais voyager en bus, etc. J'ai toujours... j'ai pas souhaité avoir des positions d'expatrié autant au sens vraiment le package expatrié avec énormément de bénéfices, etc. Je pense qu'il y a effectivement après des choix personnels qui dépendent d'énormément de facteurs, de votre situation familiale, du pays, des coûts de la vie dans le pays. Mais je pense que voilà, le fil conducteur, c'est vraiment être heureux de ce qu'on fait et trouver un équilibre qui soit équitable entre l'effort qu'on fournit et
la rémunération qu'on retire. On ne peut pas, plusieurs fois aussi, j'ai travaillé dans des conditions vraiment difficiles et avec très peu de rémunération et on s'épuise aussi. Donc, il faut vraiment le côté équitable, il doit être réciproque. Voilà, il ne faut pas non plus s'oublier et faire quelque chose sans rémunération ou très faible. Si je peux ajouter juste un tout petit mot, une petite réaction, enfin, c'est pour compléter ce que dit Éléonore, mais même reprendre un peu. Bon, je pense que d'une part, avec les profils que vous avez tous et que nous avons, donc on a eu la chance quand même de faire des études assez prestigieuses et des profils quand même souvent assez recherchés. Donc, globalement, si c'est pour pouvoir bien vivre, je pense que on se retrouvera tous vous vous retrouvez tous dans une situation où vous pourrez vivre correctement. Vous n'aurez pas, j'espère en tout cas, de soucis à vous faire pour le lendemain, a priori. Donc, bon, déjà, je pense que ça, c'est important à retenir. Ensuite, après, évidemment, quand vous vous engagez dans la solidarité, vous cherchez d'abord, en général, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous motive, mais avec un salaire qui vous permet de vivre. Et c'est ça ce qui rejoint ce que dit Éléonore, effectivement. Il ne faut pas non plus qu'au nom de l'engagement, vous fassiez trop de sacrifices qui, à long terme, vont vous épuiser. Et puis, il ne faut pas non plus aussi accepter trop de compromis de la part d'un employeur qui cherchera à vous payer moins cher en vous disant mais de toute façon, vous ne travaillez pas pour l'argent, vous travaillez pour la cause. Donc voilà, c'est quand même important de vous rappeler que ça reste un travail, donc ça doit être payé à son juste prix par rapport à ce que vous faites. Voilà. Juste pour réagir, Clément, je trouve que c'est très, très, très vrai. Ça doit être payé, quoi. Un travail gratuit, très souvent, il est jeté par la fenêtre le lendemain. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez faire de la solidarité, faites de la solidarité payée. C'est la plus efficace. D'accord, merci beaucoup. Norman, tu avais une question tout à l'heure. Est-ce que tu souhaites la poser maintenant? Oui, mais alors en fait, ma question, elle est un peu. En fait, c'était plutôt une réaction par rapport à quelque chose qui a été dit. Et je suis assez conscient de la portée que ça peut avoir en tant qu'interprétation de reproche mais c'est pas du tout mon intention et j'ai essayé d'être très respectueux dans ce que je dis et ce à quoi j'invite à penser, mais le sujet est un peu violent entre guillemets émotionnellement. J'aimerais bien replacer légèrement les choses de pourquoi moi aujourd'hui, je vais parler un petit peu vite fait de moi. J'ai grandi à La Réunion. Mes deux parents, je suis né en 94, aujourd'hui j'ai 27 ans. Mes deux parents à l'époque, maintenant ils sont séparés. Puis mes parents ont changé mon père a changé d'orientation, mais ma mère est toujours enseignante. J'ai vécu la majeure partie de ma vie, et je pense qu'aujourd'hui en fait encore, au-dessus de des moyens de famille, parce que parce que mes parents étaient enseignants, avec des conditions évidemment familiales aussi. Je veux dire, par rapport vu qu'ils avaient ce métier-là, eux, ils obtenaient facilement des prêts à la banque pour faire des choses. Mon père a fait construire une maison qui après lui a permis de défiscaliser. Bref, j'ai eu des voyages dans ma jeunesse et j'en ai eu beaucoup de chance. Et c'est là-dessus que je pense qu'une des choses qui reste en moi est importante, c'est que je crois avant d'entrer au collège, vers 10-11 ans, on a été en Afrique du Sud, on a traversé le Swaziland. Le Swaziland, c'est un pays qui est très pauvre. Et en fait, quelque chose qui est marqué, c'est que des enfants sont venus à un moment où on était arrêtés en voiture pour prendre des photos, sont venus nous demander à manger. Et eux, ils avaient rien et moi, je leur ai donné ce que j'avais dans la main à manger. C'était des bonbons et avec
avec le recul, je me dis mais que c'était une aberration de faire ça. Mais tout ça pour dire que, enfin, il y a une volonté, enfin, pas une volonté, mais enfin, j'ai été sensibilisé à ça, mais d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas et à laquelle je ne pouvais pas vraiment être conscient, enfin, ou peut-être pas vraiment, mais enfin, à l'époque, je n'avais aucune conscience des enjeux que ce genre de situation représentait. Et en fait, quand par Éléonore, les mots de la colonisation et de l'ère de la colonisation qui est derrière nous, ça m'a fait penser à une vidéo de enfin, une vidéo TEDx que j'avais observée et que du coup j'ai retrouvée sur YouTube qui s'appelle The Utilization of Western NGOs for the Theft of Africa's vast Resources. Alors du coup, enfin, moi, je cherche pas du tout à plomber l'ambiance ou jeter une pierre dans la mare. Enfin, mais je me pose des questions et aujourd'hui, en fait, du coup, enfin, tout ce que j'ai dit là, ça m'amène un peu à expliquer aussi ma voie, celle que j'ai choisie. Enfin, pour l'instant, enfin, moi, je suis enfin, que j'ai choisi pour ma recherche actuelle, quoi, parce que je suis en recherche de ce que je vais faire, parce que j'aimerais bien faire une thèse, à mon avis. Euh, enfin, j'ai du mal à, enfin, comment dire, à concevoir en fait tous les. Est-ce que simplement la politique, de faire des choix politiques, de voter pour des gens qui ont réellement à cœur des préoccupations qui, en France, ne vont pas déstabiliser ailleurs comment dire, des modes de vie? Parce que, par exemple, en fait, l'idée de la colonisation, c'est pas que français aussi, par exemple. En Afrique, il y a des pays où les investissements étrangers sont énormes, et notamment la Chine. Et en fait, je pense que enfin, est-ce que le mieux qu'on ait à faire, au final, c'est pas juste nous d'essayer de se convaincre, enfin, de se convaincre les uns les autres qu'on peut voter efficacement en France pour qu'en France, ça se passe mieux et que, enfin, c'est une sorte de débat dont j'aimerais bien discuter parce que, enfin, parce que je sais pas trop enfin, où moi ça m'emmène. Bah, du coup, est-ce que quelqu'un veut réagir, mais assez rapidement, du coup, parce qu'on ne peut pas malheureusement faire ce débat maintenant. Mais du coup, si une personne veut réagir. Si je peux tenter une petite réponse, enfin quelques éléments en tout cas, parce qu'il y avait beaucoup de choses effectivement dans ton intervention. Ouais, je suis désolé. Hein. Il n'y a pas de problème, tu parles avec passion et donc tant mieux. Et puis c'est bien, comme tu le dis, c'est souvent justement le fait d'être témoin d'injustice qui peut révéler en soi des envies de solidarité, d'agir pour les autres. Et après, c'est effectivement très bien aussi que tu te poses des questions de dans quoi tu mets les pieds, entre guillemets. Enfin, je veux dire effectivement, une organisation, une grande ONG, elle influe sur le territoire où elle agit et on peut se poser les questions de quelles sont les conséquences de son action. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, bon, voilà, sans répondre à tout, il faut juste effectivement peut-être garder à l'esprit que les ONG sont des acteurs parmi un ensemble d'acteurs beaucoup plus importants. Il y a des acteurs économiques, des acteurs politiques, etc. Et chacun joue un jeu là-dedans. Il n'y a pas l'ONG, pas un espèce d'acteur extérieur qui flotterait au-dessus, qui serait indépendant de toute influence et puis qui agirait que pour le bien, enfin même si elle le souhaite. Hein, en général, quand même, les gens qui travaillent dans les ONG souhaitent agir pour améliorer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant sur, effectivement, les conséquences concrètes des actions, le fait de s'inscrire dans un jeu d'acteurs qui va peut-être des fois être utilisé par d'autres intérêts, ça c'est clair. Donc voilà, faut être
lucide sur les jeux d'acteurs dans lesquels on s'inscrit quand on arrive quelque part, quand on s'engage dans une organisation. Je pense. Ok, voilà. Merci beaucoup. Du coup, si jamais Norman, tu as d'autres questions, ça sera, on les posera, enfin, ce sera une autre fois, je pense, parce que là, du coup, on doit passer, pour respecter notre timing, à Sylvie Bénard, du coup, la présidente de la Fondation AgroParisTech, qui va pouvoir nous faire une présentation de la Fondation et de l'initiative S'engager, qui est justement en rapport avec notre sujet. Bonjour Sylvie. Merci Léo, merci à tous, merci de nous avoir invités ce soir et bravo à tous pour la passion, passion qu'on a vue à la fois dans les intervenants mais aussi des gens qui posent les questions. Et je vais vous expliquer en quoi la Fondation peut vous aider. Son objectif, c'est vraiment de soutenir les membres de la communauté AgroParisTech au sens large, c'est-à-dire les élèves, les enseignants-chercheurs, les alumni, et les aider à imaginer, expérimenter des solutions pour la transition écologique, pour la transition agricole et alimentaire. Alors, comment d'abord, par le nerf de la guerre, les fonds, donc la Fondation collecte des financements auprès de donateurs individuels, dont d'ailleurs la moitié sont des alumni, des entreprises, des ONG, des ministères, des collectivités. Mais d'abord et avant tout, c'est aussi une boîte à solutions qui est développée en partenariat. Là encore, avec la communauté AgroParisTech, mais pas seulement. Ça va être du mécénat de compétences, de la visibilité, le label Fondation qui va apporter de la crédibilité au projet puisque la Fondation est reconnue d'utilité publique. Donc, ça va parler aux gens que vous allez rencontrer. Alors, ces soutiens, ils vont aller en réponse aux appels à projets de la Fondation, dont je vais reparler tout à l'heure, et en particulier auprès de l'objectif s'engager, puisqu'il y a aussi apprendre et entreprendre, comme vous l'avez dit, Léon. Ça va se faire sous forme de bourse, de trophées, de remise de prix, et aussi de la fameuse boîte à solutions dont je voulais vous parler. Et puis, il y a aussi des grands programmes structurants avec en particulier des chaires partenariales, des MOOC, le financement des InLab, etc. Et aussi des situations d'urgence comme par exemple les bourses Covid qui ont été distribuées en particulier depuis mars de l'année dernière. Alors, beaucoup d'entre vous ont parlé de partir à l'étranger. Alors, sachez que l'initiative Entreprendre peut aider les élèves sur certains critères sociaux pour des expériences à l'international pendant leurs études. Donc, voilà, il y a un moyen de vous faire aider si c'est nécessaire pour vous via Entreprendre pour partir à l'étranger. Mais ce qui va vraiment vous intéresser, c'est s'engager, c'est l'initiative S'engager. Et là, le but, c'est d'encourager l'engagement citoyen et solidaire, donc le thème de ce soir, qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif, là aussi de l'ensemble de la communauté AgroParisTech, avec 3 dimensions, de la recherche scientifique, de l'économique et du social. Donc, il va falloir que ce soit des projets d'intérêt général, solidaires, responsables, au service de l'humain et de la nature. Comment ça va se faire? C'est sous forme de ce qu'on appelle les trophées de la citoyenneté. Donc, c'est des projets qui vont être soutenus financièrement, qui vont être soutenus par du mécénat de compétences et par de la communication. Qui peut être intéressé, des élèves, des alumni, des enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique d'AgroParisTech, donc absolument tout le monde. Il faut que ce soit un projet qui propose des solutions d'adaptation au changement global, biodiversité, climat, alimentation, énergie, qu'il soit déployé par une équipe de plusieurs personnes, alors plusieurs étant au moins 2, et dont au moins une des personnes est membre d'AgroParisTech, qu'il soit développé en France comme à l'international, qu'il n'ait pas démarré avant le soutien et qu'il y prévoit une démarche de suivi, d'évaluation et de bilan en fin de projet. Comment faire pour postuler? Il y a un appel d'offres et le prochain sera fin 2021. Vous répondez à l'appel d'offres et les candidatures vont être ensuite sélectionnées par un jury qui va être composé d'experts internes et externes. Alors, les critères qui vont être retenus pour sélectionner les projets, c'est l'intérêt pour la société au sens large et une réponse à un des besoins identifiés, l'originalité du sujet et que ce soit innovant, que ce soit faisable techniquement et financièrement,
que ce soit une équipe complémentaire. Alors, je l'ai redit, hein, étudiants, enseignants-chercheurs, personnel administratif, alumni, qu'il y ait des partenariats mobilisés qu'ils soient divers, que les impacts attendus soient évidemment suffisamment importants, et qu'il y ait dès le départ une démarche active de diffusion, de valorisation et de communication du projet qui soit proposée. Et enfin, bien entendu, la qualité et la clarté de la présentation du budget et du plan de financement. Et pour les lauréats, eh bien, il y aura plusieurs différentes aides. La première, ça va être évidemment le financement. Ça va être un accès à un catalogue d'appels à projets. Ça va être un mécénat de compétences des partenaires de la chaire. Ça va être de la collecte de dons fléchés, c'est-à-dire du financement qui va venir directement pour le projet. Et puis, évidemment, la visibilité de la Fondation. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a évidemment le site de la Fondation. Hein. Il y a l'adresse fondation@agroparisTech.fr. Et puis, il y a Chantal Monvoin qui est là et qui nous écoute et à qui vous pouvez déjà envoyer un petit message et qui fait vivre au quotidien la Fondation. Donc, rendez-vous à la fin de l'année. Je vais très vite. Hein. Beaucoup d'entre vous ont parlé de mais est-ce qu'on peut aussi faire des choses ici? Et oui, la Fondation peut aussi vous offrir ça, c'est les cordées de la réussite. Donc, les cordées de la réussite, c'est un partenariat entre un établissement d'enseignement supérieur, et en l'occurrence AgroParisTech, et des lycées, des collèges situés dans des quartiers prioritaires. Et là, un étudiant qui va être considéré comme tuteur va venir aider un jeune qui est dans une situation un peu difficile. Et le tutorat va pouvoir se faire sous plusieurs formes. Des exercices en salle pour apprendre à présenter, former à la méthodologie du travail, des visites culturelles, des concerts, de la rencontre avec des professionnels, du partage de réseau, enfin tout ce qui va permettre à ce jeune situé dans des quartiers en difficulté de pouvoir accéder lui-même à son tour à des universités ou des grandes écoles. Et pour vous donner un chiffre, en 2018-2019, il y a 60 étudiants d'AgroParisTech qui sont portés volontaires et qui ont accompagné plus que 200 élèves dans 10 établissements du 78 et du 77. Donc, en conclusion, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation. Hein. Vous en saurez beaucoup plus parce que la Fondation fait aussi beaucoup d'autres choses, mais je voulais vous parler des projets solidaires qu'on peut aider. Et si vous voulez aussi, alors là je m'adresse strictement aux étudiants, si vous voulez aussi en savoir plus, sachez que la Fondation a des ambassadeurs dans vos promotions, hein, il y a 26 ambassadeurs et je profite de l'occasion pour les remercier du travail qu'ils font toute l'année. Donc si vous ne les connaissez pas là aussi, allez sur le site de la Fondation et vous pourrez aller les voir. Merci. Merci beaucoup Sylvie, c'était très clair et du coup ça a bien complété notre soirée. Et merci aussi à Chantal Monvois, du coup, qui a pu faire le lien avec vous, finalement, qui a permis votre présence aujourd'hui. Donc, on a dépassé un peu le temps, mais on peut conclure, du coup, la soirée. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants. Même si Elvire a dû nous quitter, c'était vraiment très intéressant. Vous avez pu répondre à toutes nos questions et je pense que c'était très intéressant pour les étudiants et les autres spectateurs. Et aussi, grâce à l'intervention de Sylvie, on a pu, les étudiants peuvent s'appuyer sur des démarches comme s'engager pour justement les aider dans leur voie d'engagement et s'ils sont animés par le désir de solidarité. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de la fin, les intervenants, si vous avez bien aimé la soirée. Merci beaucoup et je dois partir. On va dans la réunion. Merci à tous et c'est très intéressant et ça peut mériter d'autres débats. Alors, avec plaisir. À bientôt à tous. Bonne chance et on reste en contact. Vive le réseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
Je remercie aussi du coup Gaël et Mélanie d'AgroParisTech Alumni aussi, qui nous ont bien aidés pour l'organisation. Merci à tous. Je pense que tout le monde s'en va. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Bonne soirée et merci, c'était très instructif. Merci. Bonne soirée. Soirée.